Chers amis, bonjour. Alors, les élèves de la Yeshiva me demandent de les aider à leur trouver une méthodologie, comment préparer un divrei Torah, un sermon, enfin un sermon, on ne va pas exagérer, d'accord, un petit divrei Torah. Comment on fait pour préparer et comment on fait aussi pour le dire. Parce qu'on peut le préparer jusqu'à demain et le dire, c'est pas forcément évident. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas le plus grand spécialiste, mais je vous aide grâce à mon expérience. D'accord? Alors, la première chose qu'on va parler d'abord de la façon dont on le dit ou de la façon dont on prépare? La façon dont on prépare. Alors déjà, quelqu'un qui n'est pas hébraïsant et qui n'a pas accès au livre en hébreu, alors ça, il y a beaucoup de livres en français déjà. D'accord? Il y a le Chumash avec Rashi en français, il y a les livres La Paracha par exemple. Alors, on ne va pas dire qu'on va répéter tout parce que ça ne se fait pas. Il y a un livre qui s'appelle L'Ekartov, en français, très très bon livre. Il y a le commentaire du Rav Munk, très bon livre aussi. Vous avez les Sichot, les Drashot de Rabbi Chaim Shmulevitch, très bon livre aussi. Vous avez, le Rav Munk, j'ai dit oui. Et il y a le Midrash Raconte, d'accord, très très bon livre aussi. Vous avez aussi que les Yongalia, ils ont sorti un Mikrokdolot là-bas. Je crois qu'ils ont fait le Sforno, le Kleyakar. Donc on voit qu'il y a du matériel, il y a de quoi faire. Après, je ne sais pas, il y a encore plein d'autres livres qu'on peut trouver dans les librairies. Alors pas tous les livres sont forcément des coups d'autres qu'on peut dire en public, mais bon, il y a plein de chomères, beaucoup de livres. Donc déjà, il faut s'équiper de matériel. D'accord. Maintenant, la première chose, c'est de cibler dans quelle occasion on va parler. Et en fonction de ça, on va organiser notre divrei Torah. Si c'est à la synagogue devant tout le monde, si c'est à la maison devant des invités, si c'est à la maison devant ma famille, d'accord, si c'est dans un Sheva Brachot, si c'est dans un mariage, si c'est dans un enterrement, le Allénou, d'accord, chacun, on doit, bien entendu, on doit orienter le divrei Torah en fonction, pas seulement du public, mais aussi au niveau de la cérémonie, pas de la cérémonie, de la Iroa, la situation. Par exemple, si vous êtes vous allez préparer un divrei Torah de Sheva Brachot, on ne va pas parler d'Auschwitz. Oui, on ne va pas parler d'Auschwitz, ça ne se fait pas. Lorsqu'on va... bon, vous comprenez, d'accord, on ne dit pas de tout sur tout dans tous les événements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas parler plus que 10 minutes. 10 minutes, c'est beaucoup déjà. Et plus que 10 minutes, d'accord, là, il nous avait raconté que les gens, on a vu dans les vidéos, l'attention, elle tient 7, 8, 9 minutes. Après, les gens, ils détachent. Dans tout, ouais. Pas plus que 10 minutes, ça veut dire on ne pas commencer à faire maintenant un truc très très compliqué, parce qu'ils ne tiennent pas plus que 10 minutes. Maintenant, comment est-ce que le divrei Torah en soi, il doit être construit? Alors moi, toujours je m'efforce de faire d'abord une introduction, de quoi on va parler, et d'amener une introduction au sujet. Si on parle par exemple de notre paracha, c'était Balotra, on va parler de la Ménorah. Alors ici voilà, dans notre paracha, on va parler de la Ménorah et donner 2-3 détails. C'est quoi 2-3 détails? On ne va pas commencer à expliquer tout le sujet. Par exemple, la semaine dernière, on a fait un divrei Torah sur paracha de Sota. Alors j'ai reçu quelqu'un qui m'a posé une question par rapport au sujet de la Sota. Alors c'est vrai que dans le cours, je n'avais pas expliqué tous les détails. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le but. Si je vais maintenant dans une forum de 10 000 comme ça, je vais m'amuser à raconter tous les détails de la Sota, alors je vais perdre le divrei. Donc je dois dire ce que j'ai besoin de dire. Alors après, s'il y a des questions, et que toi tu as étudié le sujet, tu peux répondre aux questions. Mais d'être concis et d'être précis dans l'introduction. De ne pas rentrer dans trop de complications et dans les détails. Alors, il y a qui trouvent ça intéressant et important de ramener la source exacte dans laquelle ils ont trouvé la Gemara dans tel endroit, daf, un tel. C'est très bien, mais des fois ça n'intéresse personne et ça te fait perdre du temps et pour rien. D'accord? C'est pas important. Aussi, quand tu vas citer que quelqu'un il va dire quelque chose, alors si c'est un seul nom, Rabbi Yochanan nous a dit, tu peux dire un seul nom, mais si c'est Rabbi Yochanan, nom de machin, pas rentrer les détails. Pour dire Chazal, d'accord, la Gemara nous enseigne, ça suffit, les gens comprennent. Les détails que tu vas mettre, des fois, ils vont embourber, ils vont alourdir. Et ça ne sert à rien. Dis, donc, l'introduction. Après l'introduction, il y a la question. D'accord? La question. La question, elle doit être unique. Ou 2 questions, ou 3 questions maximum.
mais pas commencer à faire une série de 25 questions, j'exagère 25 questions, une série de 5, 6, 7 questions. Qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de questions? Les gens à la fin, ils ne savent pas à quoi tu réponds pas. Et plus que ça, des fois, tu n'as pas répondu à toutes les questions. Et là, ils diraient, qu'est-ce qu'il en est avec la question Ah ouais, qu'est-ce qu'il en est bon. Et des fois, oui, tu as répondu, tu t'embourbes. Donc, une question, 2 questions sur ton sujet. La troisième chose, la question, moi je vous dis une autre chose aussi, c'est important que le public comprenne la question. Très souvent, moi quand je parle, je pose la question et je répète, est-ce que vous avez bien compris la question? Et tu vois la tête des gens. Si il fait comme ça, il n'a pas compris. Tu répètes la question avec d'autres mots, simplement, il faut que les gens ils comprennent la question, il faut qu'ils aient un kiff de t'entendre. La troisième chose, alors après, c'est l'histoire. C'est essentiel de raconter une histoire. Essentiel de raconter une histoire. Pourquoi? Et ce que j'y répète tout le temps moi, c'est que la seule chose que les gens vont réellement se rappeler, c'est pas du message ou du diou que tu vas faire dans le... C'est l'histoire, d'accord? Peut-être la morale, à la limite, et ton sourire. Voilà, que tu as souri, que tu étais sympa, que tu étais agréable en parlant, tu parlais clairement, nettement, ça, ils vont se rappeler de ça. Donc, c'est pour ça que l'histoire est très, très importante. Et elle est essentielle, et ça aussi qui va donner un côté agréable, un côté... non, pas didactique. Un côté... sympathique, quoi. Sympathique, ludique, exactement. On n'est pas là pour embêter les gens, comme ça, rasera. Et la question, imagine que tu poses une question. Imagine que tu poses une question, ouais. Et que une personne dans l'assemblée, y répond. Alors, ça arrive des fois. Tu balances une question. Alors moi, qu'est-ce que je leur dis? Oh, très intéressant, on va utiliser ce que tu vas dire. Et tu... Ce qu'il a dit, il a dit. Mais moi, je dis un truc. Bon, j'essaie moi d'améliorer la question un petit peu. C'est pas la question. On rebondit. Et après l'histoire, il y a la conclusion. La conclusion, c'est bien ou une règle de morale. En général, c'est une règle de morale ou c'est une règle d'halakha. Alors, on apprend de ça que tac, tac, tac. D'accord? Maintenant, l'histoire, elle peut être avant la morale. La morale, elle peut être avant l'histoire. Tu peux même raconter l'histoire au tout début. C'est ça qui va servir d'introduction et qui va servir de question. Tu peux raconter, amener l'introduction, ramener une histoire et de là, tu enchaînes à la question. Donc l'ordre, en réalité, il n'est pas très important. Ne vous bloquez pas sur l'ordre. Des fois, on enchaîne avec une histoire. Est-ce qu'on peut apporter plusieurs histoires comme Tu peux apporter plusieurs histoires, mais encore une fois, nous on a 10-12 minutes à parler, 13 minutes. Maintenant, même quand tu vas raconter l'histoire, il faut bien la raconter l'histoire. Parce que des fois, l'histoire, elle est extraordinaire, elle est magnifique, elle est sympathique. Et tu as dit les mots qu'il ne fallait pas dire, tu as dit à la fin, c'est un flop et personne va... C'est comme quand tu fais une blague et tu as mal dit la fin, personne ne rigole. Et tu es le dernier des idiots. D'accord? Bon, tout ça, plus ou moins, ce que je vous raconte, c'est rien d'extraordinaire. Maintenant, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il y a des mots qu'il ne faut pas employer. Il y a des mots qu'il ne faut pas employer, et il y a aussi des sujets que les gens n'aiment pas. Lorsque vous parlez de la mort, lorsque vous parlez de malheur, alors les gens, ils ont peur, et des fois, ils se bloquent. Lorsque vous rentrez dans des considérations politiques, oui, alors, sachez que lorsque vous commencez à ouvrir la bouche, et il suffit que vous dites quelque chose qui ne plaît pas ou un truc, vous rentrez dans une considération politique ou dans un machin, il y a certaines personnes qui vont se fermer, ils ne vont pas vous écouter. Donc tu vas parler dans le vent, ils ne vont pas t'écouter. Pourquoi? Parce que ça y est, tu t'es présenté, tu as commencé à dire un truc qui ne leur plaisait pas. Pour eux, c'est fini, je te mets une croix, je ne t'écoute pas. D'accord? Donc évitez de rentrer dans des considérations politiques, d'accord, de parler de cela, machin. Le public, il n'aime pas ça. Et il y a des mots aussi qu'on ne dit pas. On ne dit pas, par exemple, on ne va pas poser une question, 2 questions, 3 questions, et à la fin on dit, et nous allons maintenant développer. Pourquoi? Parce que quand tu dis on va développer, ça veut dire, c'est une prise d'otage, et là vous êtes foutu, vous allez rester une demi-heure à m'écouter et à vous mordre les lèvres de tellement que je vais vous saouler. D'accord? Donc on ne dit pas des mots comme ça, je vais développer. D'accord? Si on s'allonge un petit peu trop, et on sait que la fin est proche, le préciser. Et je vais terminer avec ça. Non, prenez le mytho.
encore un quart d'heure. T'as raison, après il rebondit dans d'autres trucs. Mais des fois, tu sais que tu vas finir, tu sais que l'ambiance, elle est un peu lourde, et tu sais que tu as un petit peu trop abusé, donc rassure les gens. Et je vais finir avec ça. D'accord, toi aussi, sois sympa, fais pas une demi-heure de... Mais ça, c'est important. Maintenant, alors, qu'est-ce que vous avez comme question? Ça, je pense que c'est le plan important. Alors, une autre chose, tu as raison, bien fait, c'est une bonne question que tu poses. C'est que... Je vais te la répondre à la question. C'est qu'il faut le répéter. Il faut le répéter. Répétez quoi? Le Dvar Torah. Il faut le préparer. Mais non, mais le préparer, c'est pas seulement l'écrire. Le préparer, c'est le répéter. Et moi, je dis plus que ça, le répéter à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que des fois, tu trouves une idée qui est très sympa, très machin, très super comme ça, mais en réalité, c'est bidon, c'est nul. Tu répètes à quelqu'un, le mec dit, oh, comme ça, c'est pas terrible. D'accord? Donc, il y a une autre chose que je vous dis aussi, par rapport, répéter, d'accord? Le répéter une fois, deux fois, trois fois. Et ce qui est important, et moi je vous dis vraiment, c'est l'histoire. L'histoire, il faut vraiment que tu la maîtrises, que tu la racontes bien. Dans l'histoire, des fois, il y a des détails que quand je raconte des histoires, moi des fois, je les dis pas. Pourquoi je les dis pas? Parce que si tu commences à balancer ce détail-là, ça va éveiller des questions qui vont déranger les gens. Je vous raconte une histoire, quelqu'un il m'a raconté qu'une dame, elle parlait avec une rabbinite, elle a rencontré une rabbinite à la piscine. La piscine de l'hôtel. Elle a rencontré une rabbinite à la piscine de l'hôtel, et dans la piscine ils ont commencé à discuter. Non, si tu racontes comme ça, comment une rabbinite, elle était à la piscine, alors tu peux... Oui, en vérité, c'était dans un hôtel cachère, et il y avait une piscine pour les femmes, il y a une piscine pour les hommes, et là c'était l'heure des femmes, et elle est partie, et elle a rencontré dans la piscine, il n'y a pas de problème en vérité, d'accord? Mais si tu dis ça comme ça, tu peux perturber les gens. Mais comment c'est possible? Comment c'est... Il y a 1000 exemples de ça, hein, d'accord? Il est rentré dans un restaurant, il a mangé, et un mec qui dit, mais... Où il a trouvé, il y avait un restaurant cachère là-bas, quoi. Il ne mangeait pas cachère. Alors, on a expliqué qu'il y avait un restaurant. C'est lourd. Donc, il y a des détails qu'on ne dit pas. Bon, cette histoire-là, là, que je vous ai dit maintenant, je ne dis pas que c'était dans la piscine. Je dis, elle a rencontré la rabbinite dans un hôtel. À l'hôtel. D'accord? Elle est rentrée à l'hôtel, elle a rencontré une rabbinite. Est-ce que j'ai menti? Parce que les gens disent, ah, mais c'est pas la vraie histoire. C'est la vraie histoire, elle a rencontré dans un hôtel. Et le détail que j'ai omis, la piscine, il ne sert à rien ce détail-là. Il n'amène rien dans l'histoire. Donc, pas besoin de la... Maintenant, Star, même dans l'introduction, lorsque vous dites introduction, des fois on ramène trop de détails. Et ces détails, ils viennent alourdir. Donc pas trop de détails. Maintenant, ce qui est un truc qu'il faut aussi préparer, c'est la morale de l'histoire. C'est le message. Si tu es dans un Sheva Brachot, le message, il doit être positif, c'est sûr, mais il doit être axé sur quoi? Sur le khatan, sur la kala, d'accord? Bien sûr, c'est un message positif qui va leur dire que maintenant, dans ta chaîne, ils vont vivre une année, enfin un peu plus d'années, ils vont vivre des années de bonheur et de joie, d'accord? Ne fais pas un divrei Torah en leur racontant que maintenant, vous allez rentrer dans l'enfer du mariage, d'accord? Vous allez vraiment connaître qu'est-ce que c'est la vie dure. Non, Chas v'Shalom, on n'est pas là pour angoisser les gens, on est là que pour leur donner du chizou. Quand tu parles à une bar mitzvah, bien entendu, de ne pas oublier de faire la louange du bar mitzvah, de dire qu'il est mignon, qu'il est sympa, qu'il est bien, il est souriant. Faire des louanges. Bien entendu, on n'oublie pas aussi de remercier chez qui on est là, on remercie la famille telle qui nous a accueillis, on remercie... C'est aussi important de donner du kavod à tout le monde. Moi, ce que j'aime bien aussi, quand je pars dans des Sheva Brachot, c'est d'essayer de citer les gens qui sont avec nous. Hein, tu te rappelles, on avait été là-bas, ouais, la semaine dernière, on avait des trucs, tu te souviens, on avait été ensemble. Ça rajoute beaucoup de proximité. Ouais, exactement. Maintenant, une autre chose aussi par rapport à l'histoire. C'est quoi l'histoire qu'on doit raconter? Alors, les gens se trompent. On croit qu'une histoire, c'est forcément une histoire de rabbin ou une histoire qu'on a lue dans l'Agma ou dans un livre ou tout ça. C'est pas vrai.
C'est vrai que c'est bien. Il y a Baruch Hashem, beaucoup de livres, beaucoup d'histoires. Mais non, je veux dire, les histoires aussi, c'est où est-ce que tu peux les trouver dans ta vie? Dans ta vie, à toi, tu peux trouver des histoires. Et des fois, il t'est arrivé des choses, des anecdotes. Par exemple, je vous ai raconté tout à l'heure que hier, on était à l'enterrement et je suis en congrégation d'essence et il y avait des bachourim qui avaient crevé un pneu et j'ai emprunté le T20 à quelqu'un. C'est une histoire. De ça, je peux raconter. Et mettre, il y a une moussa Askel dans ça. Donc, pas besoin forcément de chercher des trucs très compliqués, de raconter un souvenir et de le rendre un petit peu en histoire, très dramatique. L'histoire, par exemple, regardez, l'histoire de l'hôtel là, avec la femme, je raconte l'histoire. Je sais pas, bon, je pense qu'il va me permettre que je raconte l'histoire. C'est que j'étais dans un Shabbat de jeunes comme ça, et il y a quelqu'un qui m'a demandé d'où est-ce que je trouvais toutes les histoires. Alors je lui dis ça, je lui ai dit des histoires, toi-même tu as plein d'histoires, on a tous des histoires, on a tous des histoires. Et je lui dis, je suis sûr que vous tous avez des histoires à raconter. Hier, toi, raconte-moi une histoire. Et on a dit, ouais, moi j'ai une histoire à raconter. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, un couple que pendant des années, ils n'avaient pas d'enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? De venir en Israël et d'aller pèleriner les tzadikim, d'aller demander des brachot aux rabbanim. Et ils sont venus, ils ont été à droite, à gauche. Et ils étaient à Jérusalem, ils ont voulu voir le grand rabbin de Jérusalem. C'était qui? Le Rav Messas à l'époque, le Rav Shalom Messas. Et ils n'ont pas réussi à rentrer dans le bureau, ils n'ont pas réussi. Comment dire, le secrétaire, il a empêché d'entrer. Ils ont été une fois, deux fois, impossible de rentrer. Ils ont eu beaucoup de peine, ils ont demandé le Rav, ils n'ont pas pu rentrer. La dame, donc ils sont rentrés à l'hôtel. Et donc là, c'est là où cette dame-là, elle va rencontrer une dame dans la piscine. Alors, je vous explique, la piscine, c'était un hôtel cachère, la piscine était séparée, donc, d'accord, comme on l'expliquait avant. Et donc, elle est dans la piscine et elle parle avec cette dame-là, ils discutent. Ah, vous êtes français, pourquoi vous êtes venu en Israël? Je dis, voilà, on n'a pas d'enfants depuis des années, on est venu demander des brachot au rabbanim. Et qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Pourquoi vous n'allez pas voir mon père? Donc, on voit que cette dame-là, c'est une fille de quelqu'un d'important. Donc, c'est pour ça qu'on se pose la question, quoi. Elle est dans la piscine. Ah oui, c'était cachère. C'était un endroit sans problème. Et elle demande, pourquoi c'est qui votre père? Elle dit, mon père, c'est le Rav Messas. Ah, incroyable, on a essayé de le voir, impossible de rentrer. Ils sont partis chez le Rav Messas, elle les a fait rentrer, ils sont partis chez le Rav Messas, et le Rav Messas, il les a bénis, mais pas seulement de venir l'année prochaine avec un enfant, mais de venir avec 2 enfants. Et 1 an après, Baruch Hashem, la dame a accouché de jumeaux. Oui ou non? C'est belle histoire ou toi? Maintenant, le type qui raconte l'histoire, et il dit, vous savez c'est qui le garçon? C'est moi. Oh, histoire incroyable. Donc tu vois, en réalité, si je t'avais raconté l'histoire de Baba Saleh ou de je sais pas qui, ça aurait été une belle histoire, mais elle n'aurait pas pu être plus belle que ton histoire à toi. Et là, il nous a émus, il nous a scotché. C'est que le bonhomme, c'est le fruit d'une bénédiction d'un rabbin. C'est bon ou pas? Donc en réalité, des histoires comme ça, on en a. Il faut aller les chercher, il faut réfléchir. Et même les anecdotes qu'on vit, les choses qu'on vit de façon journalière, on peut sortir de ça une histoire. Alors, il ne faut pas être non plus le chroniqueur qui va raconter sa vie, qui va fatiguer les gens, mais chaque chose. Et même quand il vous arrive des choses, essayez de rechercher s'il n'y a pas un Moussar Askel à répéter ici, un truc à répéter. En tout cas, voilà, ça c'est les points qu'il faut retenir. Ah, j'ai encore une autre chose à dire, très intéressant. Alors, en hébreu, on n'a plus cette facilité qu'en français. C'est que des fois, lorsque tu ouvres un livre, et tu vas voir un grand Mahamar de 3 à 4, 5 pages. Oui ou non? C'est quoi un Mahamar? Un déroulement. Un livre Torah, mais qui va durer 3 à 4, 5 pages, d'accord? Il va poser des questions, il va ramener, il va repousser, il va dire, il va faire, il va jongler avec plein de notions. En hébreu, on voit très très souvent ça. Maintenant, nous, on lit ça, waouh, c'est super, magnifique. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut tout répéter. Mais tu ne peux pas tout répéter. D'abord, premièrement, parce que c'est pas sûr que tu as tout compris. Et quand tu vas le répéter, alors tu vas te retrouver avec des problèmes. Mis à part ça, c'est très très long. L'idée, elle est de quoi? De prendre l'idée du truc. De l'idée. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que, ou une idée, ou l'idée. Ça veut dire que tu peux enlever beaucoup de preuves qui ramènent, tu peux emmener toutes les introductions qui ramènent, tu peux enlever toutes les parenthèses qui ramènent, parce que des fois, ils amènent beaucoup de parenthèses pour ouvrir, expliquer à droite, à gauche. Tu peux enlever les gammatriotes, tu peux plein de choses. Et tu prends l'idée. La question que le Rav pose, c'est ça et ça et ça. Et la réponse, c'est ça et ça et ça. Alors ça, c'est sûr que quand tu vas étudier le texte, il va falloir synthétiser, de savoir où est la question et où est la réponse.
Et ça, moi je vous dis très très souvent, je le fais, on lit des marmars de 5, 6, 7, 8 pages des fois, et qu'est-ce qu'on prend? On prend juste une idée. Moi je vous dis plus que ça, très souvent, je n'ai pris que la question. Je n'ai pris que la question, on me dit, où tu as trouvé la réponse? Et bien en réalité, la réponse, elle existe dans d'autres livres ou dans d'autres endroits, ou dans d'autres textes que tu as vus, qui viennent répondre à cette question-là. Alors des fois, la réponse du Rav lui-même, elle est un peu difficile à rapporter, mais la réponse de l'autre Rav, elle est bien. Oui. Et d'accord. Qu'est-ce qu'on rajoute encore? Donc on a dit, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, vous préparez quelque chose, et on vous écoutera, et on vous dira les points dans lesquels il faut se renforcer. Chazak U'Baruch.